Je dois vous avouer qu'on n'a pas pensé forcément à tout ça quand on a créé le service vélo. Mais je vais vous présenter quelques éléments comme ça sur le service vélo qu'on a mis en place. Mais évidemment, après, j'espère que ça va déboucher sur des questionnements qui vont plus loin que la mise en place d'un simple service. Enfin, je vais essayer d'illustrer, enfin dans mon propos, de montrer quels sont peut-être aussi les enjeux en termes de mobilité sur une agglomération au travers de la création de ce service, mais qui vient compléter une offre beaucoup plus large. Alors, nous, on agit donc au syndicat mixte des transports en commun. On est l'autorité organisatrice des transports urbains de l'agglomération. On agit sur un territoire de 23 communes, les 21 communes de Clercaux et puis 2 communes supplémentaires qui sont Saillat et Saint-Beauzire. Et notre Bible, si je puis dire, en matière de développement des politiques de mobilité, c'est ce qu'on appelle le plan de déplacement urbain. Et ce plan de déplacement urbain, il parle de toutes les thématiques relatives à la mobilité, et particulièrement, pas plus que pour les autres, mais il parle également de la question des modes doux. Alors avec des objectifs très clairs, je ne vais pas peut-être vous lister tout ça, vous pouvez les voir à l'écran. Développer des liaisons, bien sûr, claires et sécurisées pour ce qui concerne ces modes doux entre les pôles, ce qu'on appelle les pôles générateurs, et puis les flux, enfin les voies sur lesquelles il y a les flux, inciter à l'usage du vélo pour les déplacements en lien avec le centre de l'agglomération, favoriser l'intermodalité avec les transports en commun. On y a fait un petit peu référence tout à l'heure sur cette question de l'intermodalité. Bien sûr, on essaie, on n'y arrive pas toujours, de coordonner toutes nos offres pour qu'elles répondent au mieux, elles puissent s'enchaîner les unes avec les autres et permettre un déplacement intermodal, c'est-à-dire en utilisant plusieurs modes de transport les uns à la suite des autres. Voilà, bon, mais comme vous pouvez le constater, quand on regarde la part qui est aujourd'hui celle des modes doux dans les déplacements d'une agglomération, que ce soit à Clermont ou ailleurs, elle est relativement faible. Enfin, il y a des agglomérations qui font bien mieux que nous, hein, ça, bien sûr, mais on n'a pas à rougir de notre situation, mais c'est vrai que la part des modes doux est relativement faible, sauf pour ce qui concerne la marche à pied dans le secteur urbain très central de Clermont-Ferrand, où on est à plus de 40% dans le cœur urbain de part modale de la marche à pied. Mais en ce qui concerne les vélos, on est sur une part modale très faible qui oscille entre 1 et 2%. Alors, tout notre objectif, c'était pour ce qui concerne, si on s'en tient strictement à la question du mode doux et du vélo, c'était d'inciter et développer la pratique du vélo donc, sur le territoire de l'agglomération et diversifier donc, les services d'aide à la mobilité pour répondre aux besoins émergents. Et donc, ce qu'on a proposé, mais on l'avait déjà mis en place, on avait déjà une offre vélo qui était très ancienne, mais qui était mal adaptée en termes de services et en termes de qualité de ce service. On avait mis en place, j'ai un vieux compère qui m'a aidé à cette époque-là à mettre en place ce service, qui s'appelait Léo Vélo et qui était un service déjà de location de vélo. Mais c'était en 1999, on était un petit peu en avance par rapport à ce qui se faisait ailleurs à l'époque. Donc on avait déjà un service, mais on a souhaité développer, les élus ont souhaité développer un service qui soit à la fois un service de location longue durée, qui permet à des gens donc, de louer des vélos, qui soient classiques ou électriques, pour leurs besoins de déplacement sur des durées assez longues, une semaine, un mois, voire une année. Et puis parallèlement, on a mis en place donc, un service de vélo en libre-service qui aujourd'hui comporte 22 stations, 220 vélos, et avec un projet d'extension là qu'on est en train de finaliser, de 18 stations et 180 vélos supplémentaires et qui devrait être déployé avant septembre, enfin avec une ouverture prévue en septembre de cette année. Ce qui fait qu'on aura, si vous comptez bien comme moi, 400 vélos pour 40 stations et qu'on sera pas trop mal dans l'univers des services vélos dans les agglomérations avec lesquelles on peut se comparer. Alors,
il y a une différence, bien sûr, entre vélo en libre service et puis vélo en location longue durée. Le VLS, bon, c'est aussi un outil d'image et c'est aussi un moyen, quelque part, d'inciter, d'impulser une première utilisation du vélo par des gens qui n'y pensent pas forcément ou qui n'en ont jamais vraiment fait. Qui n'en ont jamais vraiment fait pour leur déplacement quotidien. Tout le monde a fait du vélo, mais pas forcément pour ses déplacements quotidiens en ville. Donc, l'accès au service, pour nous, c'était très clair. Bon, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et vous verrez que c'est vraiment 24 heures sur 24. Hein. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le service, y compris à 3 ou 4 heures du matin. Dans quelles conditions? Je ne sais. Bon, il y a peut-être des accidents, mais on n'en a pas connaissance. Mais ça répond à un besoin de déplacement spontané, parce que c'est souple, donc on n'a pas besoin d'attendre, etc. Si on a besoin d'un vélo, on le prend tout de suite, à condition qu'il y en ait dans les stations, mais c'est tout l'objet de la bonne organisation et de la bonne exploitation du service. C'est de permettre qu'il y ait toujours et des emplacements disponibles pour accueillir des vélos sur les stations et des vélos disponibles. Donc c'est cette souplesse. Notre idée aussi, c'est qu'en termes d'usage, ça soit bien corrélé, enfin bien articulé avec le réseau de transport public, parce que tout l'objet aussi dans le déplacement, tout l'intérêt du vélo, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle le dernier kilomètre ou les 2 derniers kilomètres, après être descendu d'un tram, d'un bus ou de sa voiture d'ailleurs. Et puis, donc, il faut qu'il y ait une bonne complémentarité avec le réseau de transport en commun. Et puis, ça répond aussi en termes de cible de clientèle, on peut cibler aussi bien des occasionnels, des touristes que des abonnés. Voilà. Donc, pour ce qui concerne le vélo en longue durée, ça concerne plutôt donc en termes d'accès, bien sûr, là, parce qu'il y a une relation commerciale qui est plus développée, puisque là on accueille la personne, on lui confie un vélo, on lui explique comment il fonctionne, pour ce qui concerne les vélos électriques, etc. Donc l'accès au service se fait pendant les horaires d'ouverture d'une agence commerciale. Ça concerne des déplacements qui sont forcément anticipés. C'est des gens qui vont louer un vélo, mais sur une longue durée parce qu'ils anticipent d'aller au boulot tous les jours avec ou de se promener tous les jours, enfin peu importe. Voilà. En termes d'usage, donc, ils peuvent l'utiliser sur l'ensemble du périmètre de transport urbain donc, que je vous ai signalé tout à l'heure. Ils peuvent l'utiliser autant de fois qu'ils veulent, ils le gardent chez eux, enfin, voilà, c'est très libre. Et puis là, on a une complémentarité spatiale avec le réseau de transport en commun urbain, voire une concurrence, hein, parce que du coup, les gens qui sont sur un vélo électrique et qui l'utilisent tous les jours, ils vont plus prendre le transport en commun, sauf quand il fait vraiment froid ou qu'il pleut à Sceaux. Et puis, bon, là, la cible, c'est les abonnés et des occasionnels qui sous réserve donc de l'amplitude d'ouverture de l'agence, peuvent avoir accès à ce service. Bon, c'était un peu long, ça, peut-être, mais... Alors, le réseau actuel, certains le connaissent, enfin, je l'espère. On a donc 22 stations à 220 vélos, et vous voyez qu'on va implanter d'autres stations. Alors, on implante tout ça et on fait fonctionner tout ça selon des logiques à la fois de foisonnement, c'est-à-dire qu'il faut que ces stations elles soient proches les unes des autres, 350 à 400 mètres, pour permettre un bon usage et justement cette envie spontanée d'utiliser un vélo pour faire 1 kilomètre, ou 500 mètres ou 1 kilomètre. On travaille aussi bien sûr en fonction d'axes de déplacement, c'est-à-dire qu'on n'implante pas les stations n'importe où, on les implante aussi en fonction de ce qu'on connaît des axes de déplacement sur lesquels les gens se déplacent le plus fréquemment et qui vont
Et en implantant ces stations, on répond à des besoins qui sont effectifs. Et en complémentarité, si possible, avec le réseau de transport public urbain. Alors, aujourd'hui, donc au 31 mars 2015, on a eu plus de 4000 utilisateurs et on a 600 abonnés. Ce qui, ma foi, est un résultat pas si mauvais que ça, mais on espère beaucoup mieux en développant encore le système. Voilà. Alors, usage et fréquentation du service, 37 300 trajets. Durée moyenne d'utilisation, 22 minutes, donc c'est long. Ça veut donc dire que les gens, ils n'hésitent pas à accomplir des distances assez longues. 4 stations principales, ça étonnera personne, mais en termes de localisation, bien sûr la place de Jaude qui reste le lieu où on se rend le plus souvent, y compris en transport public, bien sûr. La gare SNCF, Gaillard et la station Université, donc, qui est positionnée en bas du viaduc Saint-Jacques. La période de fréquentation, c'est avec un pic de fréquentation à 17h, surtout entre 7h et 9h et 12h à 19h. Et puis, il y a donc, comme je vous le disais, de nombreux mouvements qui sont effectués pendant la nuit. Parce que, bien sûr, l'avantage d'un tel système, c'est qu'il vient suppléer à l'absence de transport en commun. Et puis, il offre une telle liberté de déplacement qu'il est utilisé, y compris à des heures auxquelles on ne s'attendait pas, forcément. C'est à peu près tout. Hein. Je pense. Alors, hors diapositive, parce que ça, c'est la base sur laquelle... Bien sûr, ce que l'on a voulu avec ce service vélo, c'est compléter... C'est déjà compléter une offre de mobilité importante, puisque, vous le savez sans doute, on développe à la fois du transport à la demande, du transport par midi-bus, petit bus, du transport par bus, du transport avec des trams. On adapte ces moyens aux besoins de déplacement et souvent en relation avec la densité aussi. Donc il y a toute la problématique urbaine qui rentre en ligne de compte pour créer un réseau de transport public. On construit tout ça avec une logique qui est celle du plan de déplacement urbain, c'est-à-dire essayer de minimiser au maximum l'usage de la voiture. Mais j'ajoute tout de suite qu'on n'est plus dans des logiques d'opposition systématique avec la voiture. C'est justement dans une autre logique qu'on se situe aujourd'hui, c'est-à-dire cette logique où on développe à côté des services de transport, du vélo, demain peut-être de la voiture en autopartage, enfin pas peut-être, c'est certainement, on développera de l'autopartage, et l'ensemble de ce dispositif, dans lequel il peut se trouver, y avoir la voiture individuelle, auquel certains ne peuvent manifestement pas renoncer, l'ensemble de ces moyens vont constituer une offre de mobilité qui va permettre de répondre à tous les besoins, et si possible, progressivement, d'atténuer la part des déplacements qui sont effectués en automobile et qui ont des externalités négatives assez fortes, très connues maintenant, mais la voiture reste, pour certains territoires et pour certains déplacements, un outil indispensable et irremplaçable. Mais donc, voilà dans quel cadre nous on se situe et avec quels objectifs on se donne en termes de développement de services de mobilité, et non plus de services de transport, de services de mobilité qui vont venir être proposés à la population pour lui permettre de se déplacer dans l'agglomération. Alors à côté de ça, il y a plein d'autres dimensions. J'espère qu'on les abordera au cours de nos conversations avec vous. Et voilà. Merci. Bon, l'idée, c'était qu'éventuellement, on projette le schéma, ça nous permet de voir un peu les questions qu'on peut poser ou les dimensions de l'échange. Moi, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit à la fin, sur finalement, la voiture, ça génère des externalités négatives. Alors, donc, on voit bien qu'on cherche à faire évoluer les parts modales des différents modes de transport. On met beaucoup d'argent public pour ça.
Et donc effectivement, derrière, c'est pas simplement pour le plaisir de pouvoir prendre des vélos, mais c'est parce qu'il y a des enjeux. Est-ce que vous pouvez nous redire finalement quel est le point de départ? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui il y a des problèmes d'accessibilité sur le territoire et on sait que la voiture ça répond pas à tout, ou est-ce que c'est parce qu'on considère que l'usage de la voiture propriétaire pose des problèmes et donc il faut qu'on arrive à la limiter, ou les deux peut-être? Oui, enfin... Objectivement, dans l'agglomération, on ne connaît pas de problème majeur en matière de congestion automobile. Le Clermontois se plaint dès qu'il passe 7-8 minutes dans un soi-disant embouteillage qui n'a rien de comparable avec ce que connaissent des Lyonnais, des Parisiens, etc. Enfin, et même dans des villes comparables à l'agglomération clermontoise. Mais il ne reste pas moins que les externalités négatives de la circulation automobile à Clermont-Ferrand sont strictement les mêmes qu'ailleurs. Et à Clermont, on a des certitudes quant à des niveaux de pollution extrêmement élevés qui sont localisés, notamment en centre-ville. Et donc l'enjeu environnemental est fort, hein, en termes de... Voilà. Le premier élément de la question, c'était... Oui, est-ce que c'est par rapport à l'accessibilité, c'est-à-dire qu'il y a des parties du territoire, ou justement des embouteillages qui font qu'à un moment, il faudrait qu'on arrive à fluidifier, ou est-ce que c'est un rapport à des enjeux sociaux, environnementaux? Là, ce que vous dites, c'est un enjeu de santé publique, en partie, qui justifie par rapport à travers la pollution. Il y a un deuxième enjeu, moi, que je pense être extrêmement important, c'est celui de l'accès à la ville, oui, bien sûr, enfin, d'un accès le plus et de circulation à l'intérieur de cette ville qui soit les plus conformes aux objectifs du développement durable, pour parler là un peu une langue de bois, enfin bon, que tout le monde comprend. Il y a l'enjeu de l'accessibilité à la ville, et puis il y a ce que l'on veut que la ville soit. Est-ce que la ville peut continuer à être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une ville dont 80% de l'espace public est dédié à la circulation automobile, en termes de surface? Ou est-ce qu'on veut construire une ville dans laquelle on veut faire revenir des gens qui l'ont quittée parce que justement ils en avaient marre peut-être du bruit, de la pollution, etc. Est-ce que l'enjeu c'est de construire une ville beaucoup plus accueillante, beaucoup plus verte, beaucoup plus apaisée en termes de circulation? Ou est-ce qu'on continue? Et si on continue, ça ne pourra que s'aggraver, parce que on est dans une logique, même si on a expliqué tout à l'heure qu'il fallait sortir de la logique productiviste, il ne reste pas moins qu'on est encore dans cette logique, et on va avoir de plus en plus de véhicules, de plus en plus de voitures, de plus en plus de livraisons de marchandises, de plus en plus... Et jusqu'à quand on pourra supporter tout ça? Donc il y a cette logique-là, et cette logique aussi de volonté de construire une ville, que la ville peut-être reprenne la main sur sa périurbanité, et soit capable d'offrir un niveau de qualité de vie aussi important que celui que des habitants sont allés chercher ailleurs, à l'extérieur. Et vous nous avez montré à la fin, vous nous avez dit à la fin qu'effectivement toute cette dynamique autour du vélo, c'était dans une offre plus large, à travers différents modes de transport. Alors, quand on pense service à la mobilité, on voit tous ces modes de transport, mais la dimension service, est-ce qu'il y a d'autres choses? Par exemple, on voit dans certains territoires où il y a tout un travail d'accompagnement des personnes, parce que c'est pas parce que vous mettez à disposition un mode de transport, par exemple le vélo, que les gens vont automatiquement l'utiliser. On sait pareillement que sur les déplacements en transport en commun, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude, ou il y a des gens qui ne savent pas lire un plan ou comment on accède, acheter un ticket. Et donc il y a tout un travail par rapport à des populations spécifiques. Est-ce que ça, c'est aussi des dimensions qui ont été travaillées, qui conditionnent aussi la performance de votre offre? Alors, je regarde dans la salle parce que je regarde Julie Dalazana, qui est chargée notamment de deux dossiers importants au SMTC, qui sont les plans de déplacement d'établissements, d'entreprises ou d'administration, dans lesquels, bien sûr, on promotionne l'ensemble des services de mobilité qu'on met à la disposition de la population, et parmi lesquels le service vélo, et où notre exploitant nous accompagne dans ces PDE. Voilà.
Mais également, on s'intéresse à la question, enfin, c'est une question cruciale, enfin, très importante. Hier, on a annoncé la mise en place de la tarification solidaire au 1er juillet de cette année, donc qui concerne des populations qui ont des difficultés, mais ont des difficultés financières à utiliser les transports publics, mais ces populations aussi ont des difficultés pour utiliser des services, qu'ils soient le bus, le tram, mais aussi le vélo, parce qu'ils n'ont pas les compétences. C'est pas leur faire injure, hein, attention, hein, qu'on ne se méprenne pas sur mon propos. Ils n'ont pas les compétences pour utiliser. Ils ne savent pas, par exemple, utiliser un distributeur de titres. Ils ne savent pas identifier leur point d'arrêt. Par parenthèse, 20% des personnes ne savent pas identifier leur arrêt de départ et leur arrêt d'arrivée sur un réseau. 20%. Pour la tarification solidaire, pour vous donner une idée, il y a 60 000 ayants droit potentiels sur l'agglomération clermontoise. C'est vous dire les enjeux derrière. Donc on a développé avec un certain nombre d'associations, c'est Julie qui s'en occupe, des interventions pour aider des populations qui ont des difficultés à utiliser les transports publics ou les services de transport. On les accompagne, y compris sur le terrain, pour leur montrer comment on prend un bus, comment on prend un ticket, comment on peut se déplacer. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit finalement que vous construisez une solution intégrée, c'est ça cette idée. Hein. Alors, l'accès, c'est toujours plus compliqué. L'accès à un service, c'est toujours plus compliqué que l'usage d'un bien. C'est-à-dire que quand on possède sa voiture, on comprend assez vite comment ça fonctionne et après comment on l'utilise. Et donc, quand simplement le fait de ne plus prendre sa propre voiture, mais accéder à un service de voiture ou un service de vélo, on voit que tout de suite, ça pose des questions de compréhension, de tarification, etc., etc. Donc il y a un vrai enjeu quand on passe dans une logique de service, parce que c'est quand même bien pratique de posséder sa propre voiture. Hein, et parfois, par défaut, finalement, ceux qui utilisent le transport en commun, c'est ceux qui n'ont pas pu s'acheter la voiture. Donc là, ce que vous nous dites par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on voit bien que c'est plus un transporteur uniquement qui va prendre en charge votre offre de mobilité, mais c'est bien un ensemble de ressources, y compris des gens qui ont une capacité à accompagner des populations en situation de fragilité, ou dans des plans de déplacement d'entreprise, des personnes qui vont pouvoir accompagner des salariés dans la compréhension de ce qui se joue, etc. Donc vous voyez qu'il y a une offre avec un ensemble de services qui est articulé, bien entendu, aux conditions dans lesquelles on va utiliser les différents modes de transport. Et c'est ça qui va faire la performance, finalement, de l'offre. Hein. Le but du jeu, c'est que ça soit, au final, aussi simple de circuler sans véhicule propre particulier sur l'agglomération que si on avait sa propre voiture. Voire plus simple, parce qu'à un moment, on va être bloqué, parce que la voiture, elle va, au fur et à mesure, on va poser des interdits à travers des logiques de stationnement ou autres qui vont faire que ça va devenir de plus en plus enquiquinant de prendre sa voiture et à l'inverse, on espère de plus en plus simple d'organiser. On n'est pas tout à fait encore là. On essaie de ne pas importer des logiques ou des problématiques de grandes métropoles dans l'agglomération clermontoise. On n'est quand même pas, on n'est pas une ville de 600 ou 700 000 habitants. Hein. Et on essaie aussi de ne plus être dans le mantra du report modal. Report modal. Il faut absolument que les gens passent de la voiture au transport public. Voilà. C'est un objectif inatteignable. Que tout le monde passe au transport public, pour des tas de raisons, vous le comprenez bien. Enfin, on ne peut pas faire l'offre, on peut pas. Enfin, c'est un objectif inatteignable. Donc, ce qu'on cherche à faire, si on met ça de côté, on développe des services. On développe des services, on essaie de les coordonner entre eux, on fait l'offre. Et évidemment, bien sûr, une fois que l'offre sera toute mise en place, peut-être qu'il y aura des décisions un peu plus douloureuses à prendre. Mais on fait l'offre. Et en termes, alors, une autre question en termes de compétences, que ce soit sur la connaissance des usages, de la façon dont les gens accèdent à votre offre, ou le fait que, effectivement, vous développiez quelque chose où s'articulent des services, s'articulent différents acteurs qui interviennent. Est-ce que vous repérez qu'il y a un changement dans vos compétences, à la fois en tant qu'autorité organisatrice ou dans celle aussi du délégataire ou des différents acteurs? Est-ce que ça vous déplace justement du transport à la mobilité? Ah oui, enfin nous, très clairement, on réfléchit plus seulement en termes
de mise en place de bus, de lignes de bus, enfin, pour ce qui concerne mon service, hein, parce que j'ai à négocier aussi à l'intérieur de l'autorité organisatrice le fait qu'on passe d'une autorité organisatrice de transport à celle d'une autorité organisatrice de la mobilité durable. Ça demande de la conviction, mais voilà. Mais je pense que maintenant on en est là, quoi. Tout le monde en est bien d'accord, et surtout, il me semble qu'on va avoir un rôle à jouer sur la ville. Quelle ville voulons-nous pour demain, et quel urbanisme, quelle urbanité voulons-nous pour demain, pour nous, pour ceux qui viennent après nous. C'est ça l'enjeu et l'ambition. Et vous travaillez modestement. Et ça vous amène justement à travailler avec les acteurs de l'aménagement, mais aussi et avec ceux de la santé publique. Alors vachement moins, pardon, du vachement, mais alors là, je ne veux pas être provocateur, j'ai tendance à l'être des fois, mais avec les agents de la santé publique, c'est très difficile, par exemple, de leur faire comprendre qu'il faut moins de places de stationnement dans les hôpitaux. Parce que la place de stationnement fait partie de l'attractivité d'un hôpital pour ses salariés. Le fait d'avoir une place de stationnement, enfin pour des gens en plus qui ont des horaires de travail un peu décalés, hein, c'est très important. Et donc, y compris en centre urbain, je ne veux pas citer de nom, il y a des parkings qui ont été réalisés en structure, donc avec des coûts faramineux, pour accueillir les voitures des gens qui travaillent dans l'hôpital en question. C'est un hôpital un peu spécialisé. Très bien, bon, on n'ira pas plus loin. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose qu'on continue avec Patricia Cos, et je pense que ça va être très complémentaire. Enfin, on va aborder d'autres dimensions de la mobilité, mais